registre poussiéreux, une loi coloniale que personne ne voulait voir survivre, et une trace écrite qui n'était jamais censée durer assez longtemps pour que vous la lisiez aujourd'hui. Si vous portez l'un de ces 15 noms de famille, votre nom n'est pas simplement quelque chose que votre famille a ramassé en chemin. C'est un reçu. Et à partir de 1817, le gouvernement britannique a créé, presque par accident, le document le plus important jamais produit pour remonter cette trace. Voici ce qu'on ne vous a jamais raconté. En 1816, les autorités coloniales de la Jamaïque ont adopté une loi obligeant chaque propriétaire d'esclaves de l'île à enregistrer chaque personne qu'il détenait en servitude, nom, âge, lieu de naissance, africain ou créole, tous les 3 ans, par écrit, noir sur blanc. Cette loi n'a pas été votée par bonté d'âme. Elle visait à freiner la contrebande après l'interdiction officielle de la traite transatlantique. Mais elle a laissé derrière elle quelque chose que personne n'avait prévu. La chose la plus proche d'un recensement que les Jamaïcains réduits en esclavage et n'ont jamais obtenu. Des noms, des chiffres, des domaines, des paroisses. Une trace ininterrompue qui court de 1817 presque jusqu'à l'émancipation elle-même. Pendant 2 siècles, ces registres sont restés dans les archives coloniales, ressemblant à de la simple paperasse administrative. Puis les généalogistes ont commencé à les numériser. Les bases de données ADN sont devenues assez vastes pour être exploitables, et des chercheurs ont commencé à croiser les résultats de tests modernes avec les domaines réellement listés sur ces pages. Les schémas qui en sont ressortis étaient stupéfiants. Certains noms se regroupent autour de certains domaines. Certains domaines achetèrent encore et encore pendant des décennies auprès des mêmes régions africaines. Et quand on suit cette piste jusqu'au bout, un grand nombre de familles jamaïcaines découvrent que le nom du planteur qu'elles ont hérité reposait, depuis le début, exactement sur une nation africaine précise. Ce qui rend ces registres si particuliers, c'est leur précision presque obsessionnelle. Contrairement à la plupart des documents coloniaux de l'époque, qui réduisaient les personnes réduites en esclavage à de simples chiffres dans une colonne de profit, ces recensements triennaux exigeaient des détails individuels, l'âge exact, le lieu de naissance présumé, parfois même une description physique. Cette précision, née d'un besoin bureaucratique de traquer la contrebande, est exactement ce qui permet aujourd'hui à un généticien de relier un échantillon de salive envoyé par la poste à une estate précise, dans une paroisse précise, achetée à une date précise. Le hasard administratif d'un gouvernement colonial, obsédé par le contrôle, est devenu, 2 siècles plus tard, l'outil de libération généalogique le plus puissant que possèdent les familles jamaïcaines. Voici 15 de ces noms, classés jusqu'au nom que les chercheurs appellent le plus jamaïcain au monde. Les 3 premiers vont réellement vous surprendre. Et gardez un œil sur celui qui, contrairement à tous les autres, n'a jamais appartenu à un propriétaire de plantation. Ses porteurs l'ont choisi eux-mêmes, le jour où ils sont devenus libres. Commençons par les noms des clans écossais, parce qu'ils reviennent avec une régularité troublante. Campbell est un nom de clan des Highlands, aussi écossais que possible, et c'est précisément l'indice. La Jamaïque a connu l'une des plus fortes concentrations de propriétaires de plantations écossais de tout l'Empire britannique, si forte qu'à la fin des années 1700, environ 1/3 des hommes blancs de l'île étaient estimés être d'origine écossaise. Des clans entiers, comme les Campbell, n'ont pas seulement envoyé quelques fils aux Caraïbes. Des branches entières de la famille se sont installées pour diriger
des domaines sucriers dans le Westmoreland et le Sainte-Élisabeth. Ces domaines achetaient massivement et de façon constante sur la Côte de l'Or, l'actuel Ghana, parce que les captifs Akan avaient, aux yeux des planteurs, une réputation de compétence agricole et d'endurance physique. Une réputation qui avait un prix que les planteurs évitaient soigneusement d'évoquer. Les communautés d'origine Akan formaient aussi l'ossature de presque tous les grands soulèvements que l'île ait connus. Résultat, quand des Jamaïcains noirs portant le nom Campbell font tester leur ADN aujourd'hui, le signal Akan venu du Ghana revient de façon disproportionnée. Un nom de clan des Highlands, posé directement sur l'une des ascendances les plus rebelles de toutes les Caraïbes. Grant suit exactement le même schéma. Encore un nom de clan écossais des Highlands, porté par la même vague de colons venus diriger et souvent posséder purement et simplement l'économie sucrière de l'île. Les domaines Grant se concentraient dans la paroisse de St. Mary, sur la côte nord-est. Les registres de St. Mary penchent lourdement vers le golfe du Biafra, avec un courant secondaire constant venant d'Afrique centrale-ouest. Les descendants Grant issus de cette paroisse portent souvent ce mélange Igbo-Congo qui revient sans cesse. Un nom de clan des Highlands écossaises, assis directement sur deux des puits les plus profonds d'Afrique de l'Ouest. Et puis il y a MacDonald, sans doute le nom de clan des Highlands le plus reconnaissable au monde, absorbé par la Jamaïque en quantités impressionnantes. Des branches entières de la famille MacDonald se sont installées à Hanover et dans le Westmoreland, à la pointe occidentale de l'île. Ce coin de la Jamaïque a puisé de façon intensive et constante dans la Côte de l'Or pendant la majeure partie des années 1700. Les descendants MacDonald de l'ouest de l'île portent fréquemment une concentration frappante d'ascendance Akan, l'un des noms écossais les plus iconiques de la planète, porté aujourd'hui bien plus souvent par des descendants des nations Ashanti et Fanti du Ghana moderne que par quiconque ayant une seule goutte de sang des Highlands. Mais les noms de clans ne racontent pas toujours l'histoire la plus sombre. Certains noms cachent carrément une légende. Palmer a commencé comme un mot anglais désignant un pèlerin, quelqu'un qui avait rapporté une palme de la Terre Sainte. Ordinaire, presque pieux. Mais en Jamaïque, ce nom est indissociable d'une seule adresse, le domaine de Rose Hall, dans la paroisse de St. James, et la légende d'Annie Palmer, la soi-disant sorcière blanche de Rose Hall, réputée pour avoir terrorisé les personnes qu'elle tenait en esclavage. Légende mise à part, les registres réels du domaine racontent une histoire plus sobre et plus sombre encore. Rose Hall puisait massivement dans le golfe du Biafra, territoire Igbo, pendant ses années les plus actives, le même corridor qui alimentait les plantations sur toute la côte nord-ouest de l'île. Les descendants portant le nom Palmer, originaires de St. James, portent fréquemment ce signal Igbo au premier plan. Un nom enveloppé d'histoires de fantômes qui pointe en réalité vers une portion très réelle et très précise du delta du Niger. Morgan, lui, traîne une histoire tout simplement folle. Sir Henry Morgan, le pirate qui a terrorisé le golfe espagnol avant de devenir lieutenant-gouverneur de l'île, a fini sa carrière comme propriétaire de plantation dans la paroisse de Clarendon. Les registres de Clarendon montrent un schéma commercial partagé entre des captifs Akan de la Côte de l'Or durant les premières décennies, puis une part croissante de personnes originaires d'Afrique centrale-ouest, Congo et Mbundu, à mesure que le XVIIIe siècle avançait. Cela signifie que les descendants Morgan portent souvent un profil mixte,
une résilience akane superposée à une profonde base congolaise, les deux Memphis qui reviennent sans cesse dès qu'on commence à explorer les registres de Clarendon. Le nom d'un pirate cachant côte à côte deux des plus fiers corridors commerciaux d'Afrique. Dunbar est un nom de lieu écossais, une ville côtière du Lothian, et il s'est implanté solidement dans la paroisse de Trelawney, celle-là même qui borde le Cockpit Country, refuge des marrons de Trelawney, ces descendants d'Africains réduits en esclavage qui se sont échappés et ont tenu tête à l'armée britannique pendant des générations. Les domaines de l'Haute Trelawney s'appuyaient massivement sur des captifs Coromantis, le nom donné par les Britanniques aux personnes akanes expédiées depuis les forts de la Côte de l'Or. Ce n'est pas un hasard. Les guerres marronnes qui ont rendu le Cockpit Country légendaire ont été menées de façon écrasante par des résistants d'origine akane, des gens dont l'organisation militaire ramenée d'Afrique s'est transformée directement en guérilla dans les collines jamaïcaines. Les familles Dunbar de Trelawney portent ce même fil venu de la Côte de l'Or, un discret nom de lieu écossais posé directement au-dessus de l'une des ascendances d'expériences de résistance les plus féroces que l'île ait jamais produites. Il y a aussi les noms qui ne racontent rien du tout en apparence, et ce sont peut-être les plus révélateurs de tous. Red est écossais, un nom descriptif signifiant roux, probablement lié à la couleur des cheveux ou du teint. Il s'est répandu dans presque toutes les paroisses, ce qui le rend difficile à cerner, mais son foyer le plus dense se trouve dans Sainte-Anne, sur la côte nord de l'île. Les registres de Sainte-Anne montrent un commerce dominé par deux sources très différentes au fil du temps. D'abord des captifs akanes de la Côte de l'Or, puis plus tard, une vague plus lourde venue du golfe du Biafra, territoire Igbo, à mesure que le boom sucrier de la côte nord s'étendait. Les descendants raides de Sainte-Anne se divisent donc souvent selon l'une de ces deux routes, et seul un test ADN peut aujourd'hui dire à une famille laquelle des deux son ancêtre a réellement emprunté. Brown est aussi banal qu'un nom de famille peut l'être. Une simple description de la couleur des cheveux ou du teint, répandue en Angleterre et en Écosse comme une traînée de poudre. Et c'est justement cette banalité qui fait qu'on passe à côté de ce qu'il cache. Brown est dispersé dans toutes les paroisses de la Jamaïque, mais partout où il se concentre fortement, les registres qui se cachent au derrière racontent une histoire tournée massivement vers l'Afrique centrale-ouest, la plus grande source, en nombre absolu, de personnes déportées vers l'île, décennie après décennie. Le nom le plus plat, le plus oubliable de cette liste, se révèle être l'un des indicateurs les plus puissants pointant tout droit vers les terres congolaises et Mbundu. Thompson, littéralement fils de Thomas, s'est répandu partout où la langue anglaise a voyagé, et la Jamaïque ne fait pas exception. Ce nom est tellement courant qu'il se comporte moins comme une flèche unique que comme une coupe transversale de l'histoire entière de l'île. Prenez 100 familles Thompson jamaïcaines, et vous trouverez des ascendances Akan, Igbo, Congo et Yoruba, toutes représentées. Si vous portez ce nom, ne présumez surtout pas que les résultats de votre cousin correspondront aux vôtres. Une lignée Thompson peut remonter à un fort de la Côte de l'Or, une autre à un port angolais situé à 1000 km au sud. Les deux auraient parfaitement raison. Clark est un vieux nom anglais désignant un clerc, quelqu'un capable de lire et d'écrire à une époque où c'était assez rare pour construire une identité entière autour de ce simple savoir. En Jamaïque, il s'est enraciné fortement dans le Portland, sur la côte nord-est plus humide et plus isolée. Cet isolement
a façonné le commerce local d'une façon particulière. Des domaines plus petits, des achats à moins grande échelle, mais une concentration notablement élevée de captifs venus du golfe du Bénin, des Yoruba et des Fon, dont les traditions spirituelles et musicales ont laissé leur empreinte sur les religions populaires jamaïcaines qui ont survécu jusqu'à aujourd'hui. Les descendants Clark du Portland portent ce fil Yoruba-Fon de façon disproportionnée. Le nom d'un clerc posé au sommet de l'une des régions les plus influentes culturellement de toute la traite. Barrett porte l'une des connexions littéraires les plus célèbres de toute cette liste. La famille Barrett possédait le domaine de Cinnamon Hill à St. James, et leur fortune, bâtie entièrement sur le sucre jamaïcain et le travail forcé, est ce qui a fini par financer l'éducation d'Elizabeth Barrett Browning, l'une des poétesses les plus célébrées de l'époque victorienne en Angleterre. Les registres de Cinnamon Hill pointent lourdement vers l'Afrique centrale ouest, Congo et Angola, complétés par des captifs Igbo du golfe du Biafra. Les Barrett noirs d'aujourd'hui, beaucoup sans aucun lien familial direct avec la poétesse, portent fréquemment exactement ce mélange, une fortune littéraire bâtie sur une ascendance centrafricaine et Igbo qui n'a jamais trouvé sa place dans un seul vers de poésie anglaise. Et puis, il y a le seul nom de cette liste qui ne suit absolument aucune de ces règles. Blackwood est, à l'origine, un vieux nom écossais désignant un lieu-dit. Mais sur l'île, il est devenu tout autre chose. Un nom que certaines familles ont choisi elles-mêmes après l'émancipation de 1838, choisissant délibérément une description qui n'avait rien à voir avec le domaine où elles avaient été détenues. Parce qu'il s'agissait souvent d'un nom choisi plutôt qu'hérité, Blackwood ne pointe vers aucune région africaine unique et nette. Il se comporte plutôt comme une empreinte de l'ensemble de la traite, rassemblée par des familles venues de tous les coins du système de plantation de l'île, qui ont décidé, au moment même où elles sont devenues libres, d'écrire elles-mêmes la première ligne de leur propre histoire. Ce qui nous amène aux deux noms les plus lourds de sens de cette liste, ceux qui ne parlent plus seulement d'ascendance, mais de révolte ouverte. Bogle n'est pas du tout un nom de famille anglais courant. Il appartenait à Paul Bogle, le diacre baptiste qui a mené la rébellion de Morambe en 1865 dans la paroisse de Saint-Thomas, l'un des soulèvements les plus marquants de l'histoire jamaïcaine, et pour lequel il a été exécuté par le gouvernement colonial. Bogle lui-même était un homme libre, d'un statut relativement inhabituel pour l'époque. Mais son nom s'est répandu largement dans Saint-Thomas, parmi les familles anciennement réduites en esclavage, qui ont vécu la rébellion et ses conséquences brutales. Les registres de Saint-Thomas pointent de façon écrasante vers une ascendance Igbo du golfe du Biafra, présente dans presque toute la paroisse. Un nom qui signifie résistance dans les livres d'histoire jamaïcains, finit aussi, la plupart du temps, par signifier Igbo quand les résultats ADN reviennent. Gordon est écossais, encore un nom des Highlands, mais en Jamaïque, il appartient avant tout à George William Gordon, homme d'affaires et politicien métis, fils d'une femme réduite en esclavage et d'un planteur écossais, jugé et exécuté aux côtés de Paul Bogle après la rébellion de Morambe, malgré des preuves minces le reliant à la violence elle-même. Son exécution a fait de lui l'un des héros nationaux de la Jamaïque et le nom porté par ses descendants, ainsi que par de nombreuses familles sans lien de parenté à travers Saint-Thomas et Kingston qui le partagent, remonte par le même corridor que Bogle, une lourde ascendance du golfe du Biafra, avec une forte présence secondaire venue de la Côte de l'Or. Deux noms liés par la même rébellion,
la même paroisse et largement la même terre d'origine africaine. Ce qui rend l'histoire de Moranbet si particulière, c'est la vitesse avec laquelle la couronne britannique a réagi. En quelques semaines à peine, des centaines de personnes ont été exécutées ou fouettées, des villages entiers rasés, et la Jamaïque a perdu le peu d'autonomie législative qu'elle possédait encore, placée directement sous contrôle de la couronne pendant près d'un siècle. La brutalité de cette répression explique en partie pourquoi les noms Bogle et Gordon résonnent encore aujourd'hui avec autant de force dans la mémoire collective de l'île. Ce ne sont pas de simples entrées dans un registre. Ce sont des noms que des familles entières ont continué à porter fièrement, génération après génération, précisément parce que la couronne avait voulu en faire un exemple de terreur. Il ne reste plus qu'un seul nom, et il domine tout le reste de cette liste sans partage possible. Marley. Il n'y a pas de second proche. Marley est, statistiquement et culturellement, le nom de famille le plus jamaïcain sur Terre, porté par un réseau familial relativement restreint sur l'île, mais connu dans le monde entier à cause d'un seul homme, Robert Nesta Marley, né dans le district rural de Nine Mile, dans la paroisse de Sainte Anne, d'une mère jamaïcaine noire et d'un père jamaïcain blanc d'origine britannique. Les registres de Sainte Anne, cette même paroisse que nous avons déjà croisée avec Red, montrent ce schéma superposé, si caractéristique. Une lourde ascendance Akan de la Côte de l'Or, suivie d'une vague ultérieure et dominante venue du golfe du Biafra. Les familles jamaïcaines noires portant le nom Marley remontent de façon écrasante, exactement par ce même corridor. Résilience. Akan, profondeur, Igbo, les deux Memphis qui traversent près de la moitié de la population noire de Sainte Anne. Le nom le plus célèbre que puisse porter un Jamaïcain, un nom qui a chanté la souffrance de toute une île et sa liberté au monde entier, repose sur exactement la même ascendance de la Côte de l'Or et du Biafra qui a alimenté les guerres marronnes du Cockpit Country et la rébellion de Moranbet. La musique n'a jamais été séparée de l'histoire. Elle en est sortie directement. Alors voilà, le nom le plus célèbre qu'un Jamaïcain puisse porter remonte, statistiquement, exactement aux deux régions africaines qui ont façonné presque chaque acte de résistance de cette liste. La rébellion de Bogle, les marrons de Trelawney, les soulèvements que les planteurs ont passé 2 siècles à essayer d'effacer des registres. Le nom de famille ne vous a jamais dit que là où la paperasse s'arrêtait. Ce sont les registres de 1817 qui, aujourd'hui seulement, vous disent où votre famille a vraiment commencé. Pendant la majeure partie de l'histoire jamaïcaine, le plan était que cette information disparaisse complètement. Entre les vieux registres de plantation, les recensements triennaux des personnes réduites en esclavage et un test ADN qui coûte aujourd'hui moins cher qu'une soirée en ville, des familles entières sont en train de défaire en une seule après-midi ce que 2 siècles d'effacement avaient tenté de rendre permanent. Si vous avez reconnu votre nom quelque part dans cette liste, vous savez déjà ce que cela signifie. Votre nom essaie de vous raconter quelque chose depuis toujours. Il était temps que quelqu'un vous le relise enfin, à voix haute.